Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Alors, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série qui va être consacrée aux 3 premiers épisodes de la 3e et dernière saison de la série The Bad Batch. Je suis Danny Pépin, le leader suprême, encore une fois de retour de sa retraite, et je suis accompagné de mon confrère et grand ami Sébastien. Salut Sébastien. Salut Danny. Ça va? Très bien toi-même. T'as-tu fait quelque chose de Star Wars récemment? Écoute, je suis encore dans la lecture de Eye of Darkness présentement. J'ai à peine commencé à lire mon dernier Star Wars Insider qui est rentré en fait. Puis je dirais que présentement, ce que je suis en train de faire de plus Star Wars, c'est d'économiser des sous pour tous les incroyables ensembles Lego qui vont sortir cette année. Et j'essaie de ne pas me laisser tenter par le nouveau jeu de cartes à collectionner là, qui arrive très très rapidement là, le mois prochain dans les mains des fans dans un magasin de jeux de cartes près de chez vous. Ah, les priorités. Ben, tu parlais de Lego, je ne sais pas si vous voyez juste ici. Moi, et ceux qui se souviennent, il y a comme 3 ans à peu près, moi et toi, on a bâti le diorama Death Star Trench Run de Lego et j'avais acheté à l'époque un kit de LED pour illuminer la scène. Donc, je vais vous le montrer. Il est allumé en arrière. J'essaie de ne pas... Donc, ça rend quand même bien, là. Vous voyez ici avec toutes les petites lumières. C'est vraiment nice, là. C'est vraiment cool comme petit diorama. C'est un bon rendu, ouais. C'est ça. Donc, ça s'appelle BrickMax. Donc, vous tapez BrickMax, puis vous allez trouver, ils font des petits sets LED pour quasiment tous les sets adultes. Et même enfants aussi. Donc, est-ce que ça a été compliqué à intégrer au modèle ou C'est très précis parce que tu as vraiment tous les fils LED séparés que tu mets dans le petit control board, tout à la main. C'est assez de précision. Ça m'a pris quand même, il faut que tu défasses certaines parties. Explique tout un bon livre d'instructions. Okay. Mais ça m'a pris à peu près 1h15, 1h30 environ. Donc, c'est pas si pire. Il y a beaucoup de petits fils en arrière, par exemple, mais bon. Ils montrent où passer les fils, etc., pour que ça paraisse le moins possible. Donc, c'est super intéressant. L'autre chose que je voudrais mentionner, juste un petit rappel, on n'a pas été là en tant que tel pour le Star Wars Podcast Day. Je voulais le mentionner parce que ceux qui nous ont inspirés à faire Star Wars en direct, ça leur aurait été leur 25e anniversaire Jedi Talk. Donc, pour nous, c'est quand même... Là, Sébastien s'en va chercher probablement le T-shirt, non? Ah, la photo. La photo. De Sébastien avec le groupe de Jedi Talk. À la Star Wars Célébration 4. Exact. Donc, ça valait la peine de le mentionner. Donc, si vous regardez sur nos réseaux sociaux, on a reposté l'entrevue qu'on avait faite en anglais avec Victor Lucien Mayer. C'est ça, Lucien Mayer. Donc, allez, c'était pour notre 20e anniversaire qu'on l'avait fait. Donc, ça fait 3 ans parce qu'on vient d'avoir notre 23e anniversaire. Ouf, que ça ne nous rajeunit pas. N'est-ce pas, Sébastien? Tant qu'on reste jeune de cœur, c'est ça. Jeune de cœur, exact. Donc, comme toujours, regarde, moi et Sébastien, on porte des t-shirts de Star Wars en direct. Allez sur notre boutique pour nous encourager. Vous pouvez y aller directement sur Redbubble en tapant SW en direct ou sur notre site web starwars.direct
starwars.direct/boutique. Et comme cet épisode est préenregistré, regardez en dessous. Vous allez voir un petit cœur avec un signe de dollar dans le bas. Vous pouvez nous faire des dons. Ça va toujours nous aider pour héberger nos épisodes. Sébastien, les épisodes les plus récents qu'on a eu à Star Wars en direct. Alors, on va commencer avec Star Wars en direct, littérature de The Eye of Darkness, la littérature numéro 134, et qui était animé par Francis, Jean et toi-même, Danny. Et c'était mon grand retour. Je pense que c'est le premier épisode de littérature que j'ai fait comme en 5 ans, quelque chose comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode de littérature. Ça valait la peine, c'est pour ça que je suis sorti de la retraite. C'est un très bon roman. Avec l'incroyable retour de Markian Rowe. Mm-hmm. Et finalement, on retombe dans le bon timeline, donc je vais peut-être réussir à revenir dedans. Là. Et bien sûr, ça a été suivi d'un autre roman de la Haute République. C'était les comics, en fait, de High Republic Phase 2, tome 2, qui était présenté par Francis et Jean. Et il nous explique un peu plus là, tout ce qui se passe au niveau des Jedi et de nos autres amis qui habitent maintenant dans l'univers là, avec les Nihil et les Drengir et toute l'équipe. Puis allez écouter, c'est la meilleure chose à faire. Ou allez les lire. Ou les deux. Faites les deux. Et finalement, Francis et Jean nous ont parlé du dernier comic Bounty Hunters, tome 6. Tome 6, pardon. Donc, tome 6, voyons. Ça se perd pas à travers les années. Hein. Donc, voilà, beaucoup de BD couvertes par notre incroyable duo Francis et Jean ces derniers temps. Je vous invite à aller les écouter. Ils sont très passionnants dans leur compte-rendu, surtout Jean, comme toujours. Et ça vous permet là, justement de garder là, comme un œil sur ce qui se passe dans ces histoires-là, sans nécessairement avoir à vous les procurer tout de suite. Vous pouvez attendre l'omnibus là, pour les rajouter à vos collections et faire que vos étagères vont faire la banane parce qu'on va finir par avoir trop de livres dessus. Non, mais je vous le suggère aussi, puis surtout pour certains romans, les romans principaux vont être traduits en français, mais certains ne le seront pas, comme des recueils ou des guides. C'est toujours intéressant de suivre Francis et Jean qui font un excellent travail. Ils gardent Star Wars en direct en vie avec toutes les publications qu'il y a de ce côté pendant qu'on attend les séries et les films qui un jour vont apparaître. On a eu des nouvelles récemment. Donc, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Donc, on s'en va en hyperespace et on vous parle immédiatement des 3 premiers épisodes de la série de Bad Batch, saison 3. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, avant même qu'on plonge dans les 3 premiers épisodes, on a eu la chance de voir les 8 premiers épisodes. Merci Disney Québec. Donc, on va vous donner un petit aperçu, vraiment sans rien donner de particulier. Ceux qui nous avaient écoutés sur les réseaux sociaux, vous avez vu, on a fait un petit épisode de médias sociaux seulement. Donc, allez le réécouter. Mais on va vous donner nos commentaires sur les 8 premiers épisodes de façon très, très, très générale, la vue de 30 000 pieds, comme on dit. Et puis après, on va plonger sans spoilers dans l'épisode 1, 2 et 3. Et puis après, on va aller plus en détail avec les spoilers et on va vous mettre un avertissement. Donc, Sébastien, qu'est-ce que tu as pensé des 8 premiers épisodes de façon générale? Je vais commencer par revenir rapidement sur la bande-annonce qu'on a vue de 2 minutes qui nous présentait quand même plusieurs scènes intéressantes, plusieurs intrigues, des personnages qui revenaient, là, qui nous laissent nous poser plusieurs questions. On vous le dit tout de suite, là, dans les 8 premiers épisodes, il y a à peu près 75% là, selon les talents calculateurs de Danny qui sont représentés. On sait qu'il y avait aussi quelques scènes là, qui venaient de la saison 2. Donc, il y a c'est ça, on a à peu près comme 75% de la bande-annonce qui est couverte là, dans les 8 premiers épisodes. Ce qui
Ce qui veut dire, puis on en reparlera plus tard, que pour les derniers épisodes, là, les 7 derniers épisodes, ça va être beaucoup d'action, puis ça va être très intéressant. Donc, j'ai hâte qu'on plonge là-dedans. Pour les 8 premiers épisodes, ben, c'est une bonne continuation de la saison 2. J'ai envie de dire, le premier épisode pourrait s'appeler 21 jours plus tard pour faire référence à notre directeur favori, Danny Boyle, que ça serait pas une mauvaise idée. Mais c'est très bien fait. Vous allez vous commencez très fort avec les 3 premiers épisodes, justement. Donc, on vous laisse découvrir ça. Et par la suite, eh bien, c'est justement le développement de l'histoire qui augmente là, autour de la famille. Donc, voilà, j'ai envie de décrire ça comme ça. Mm-hmm. Pour moi, c'est les 8 premiers. Ben, en fait, la saison... sur 8 épisodes, donc à peu près sur la moitié des 15 épisodes, on a, selon moi, ça va être la meilleure saison. En tout cas, je l'espère, parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la bande-annonce, et puis on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui suivent, comme tu viens de dire. Donc, je m'attends à ce que déjà, les 8 premiers épisodes, c'est un bon début. Il y a toujours des petits liens entre chaque épisode dans ces 8 épisodes-là, que si c'est la trame principale des 8 premiers épisodes, c'est il faut trouver Omega et puis il faut trouver des indices sur qu'est-ce qui se passe sur la planète Tantis. Bien sûr, quête secondaire pour un indice, une autre quête secondaire pour un autre indice. Vous allez voir ça souvent. C'est un pattern qui Pendant ce temps. Pendant ce temps, exactement. C'est un pattern qu'on avait déjà dans les 2 premières saisons. Vous avez vu l'Empereur est de retour, puis c'est Ian McDiarmid qui fait la voix. Il y a certaines choses qui sont répétées dans très peu d'épisodes, vous allez le voir. On va en parler dans quelques instants. Et puis, je vais vous mettre à l'écran la liste des... en fait, les dates. Vous allez voir ici les dates d'épisodes. Donc, je vais vous les nommer parce qu'on a les titres des 8 premiers épisodes. Donc, le premier épisode s'appelle Confined, donc la season premiere, donc confiné en français. Le deuxième, c'est Path Unknown, donc le chemin inconnu ou secret. Ensuite, l'épisode 3, Shadows of Tantis, les ombres de Tantis. Ensuite, on tombe le 28 février avec l'épisode 4 qui s'appelle A Different Approach, une approche différente. Le 6 mars, ça va être l'épisode 5 qui s'appelle The Return, le retour. Le 13 mars, on va avoir 2 épisodes, le 6 et le 7, qui s'appellent Infiltration et Extraction. Donc, c'est les 2 titres, Infiltration, Extraction. Et le 20 mars, le 8e épisode qui s'appelle Bad Territory ou Territoire méchant. Mauvais territoire ou territoire ennemi. Dangereux, ennemi. Ouais. C'est ça, exactement. On n'a pas le titre des autres épisodes, mais l'épisode... Oui, on les a. Les titres? Ouais. Ah, OK. Mais on pourra en parler plus tard, si tu veux. C'est The Harbinger qui va sortir le 27 mars. D'accord. Identity Crisis, crise d'identité le 3 avril. Point of No Return. Le point de non-retour aussi, la même date. C'est ça, point de non-retour, la même date. Juggernaut, le 10 avril. Et bon, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, le Juggernaut. C'est-tu le véhicule qu'on voit dans la bande-annonce, probablement? Ouais, c'est ça se peut. Into the Breach, le 17 avril, ça serait dans la faille. Dans la faille. Flash Strike et The Cavalry Has Arrived. Donc, le 24 avril, ça va être attaque surprise et la cavalerie arrive. Donc, pour le dernier? Pour le dernier, oui. Le 1er mai. Series finale. Ou ils finissent avec les 2? Oui, ils finissent avec les 2. OK, donc à l'écran, je n'ai pas la bonne date d'abord. Puis, non, d'après moi, ça se... 24 avril. Ouais, non, ça se peut que le Cavalry Has Arrived, ça soit le 1er mai. Okay. Au lieu des 2. Là. Ça se peut que mes informations ne soient pas 100% bonnes. Et, mais je pense que les titres d'épisodes, eux, vont l'être, par contre. Puis, ouais, c'est ça. Ça promet des trucs intéressants pour la deuxième partie.
Puis bien sûr, Star Wars en direct va couvrir les épisodes, peut-être pas individuellement ou à chaque fois qu'il y a un épisode, comme dans ce cas-ci, on va faire les 3 premiers parce qu'ils sont sortis ensemble. Peut-être que le 28 et le 6 mars, on va les regrouper ensemble. On n'a pas décidé encore. Ça va dépendre de l'importance. Et puis, quand il y a des épisodes doubles de publier, là, c'est sûr qu'on va couvrir ces deux-là en même temps. Et puis, on décidera après, quand on va dépasser les 8 épisodes qu'on a vus, comment on va structurer un peu les publications de Star Wars en direct. Donc, on va commencer en donnant nos avis sans spoilers. C'est difficile sans spoilers. L'épisode 1, 2 et 3. Je pourrais dire, on retrouve Omega qui s'est fait kidnapper. Vous vous doutez que le Montantis, ils font des expériences pour des clones. Et puis, il y a des tentatives de s'évader. Je pense à ça. On en apprend. On apprend comme un mini peu de quel est le. Qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait? Qu'est-ce qu'ils recherchent, oui, un peu, là, c'est ça. Mm-hmm. On apprend comme un 5% de qu'est-ce qu'ils recherchent dans cet épisode-là. Mm-hmm. Puis, dans l'épisode 2, après, on tombe avec j'ai envie de dire, un pendant ce temps, là. Oui, c'est ça. Puis c'est le reste de la Bad Batch qui est à la recherche d'Omega, puis qui essaie qui passe par tous les moyens pour avoir des informations, pour être capable de retrouver leur sœur. Donc, ils vont rencontrer des gens et puis ils vont trouver de l'information. Et est-ce la bonne information? C'est cela. Et puis vérifier ces informations-là. Exactement. Et puis ensuite, l'épisode 3, on retourne un peu sur Tantis avec... on en apprend encore un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe. Et l'empereur vient en visite pour voir son projet, si on peut dire. L'avancement du projet, un peu comme dans Return of the Jedi. Voir l'avancement du projet de l'Étoile Noire. Et ici, c'est le projet qu'on a déjà nommé, qui a été nommé, je pense, dans Mandalorian même. Donc, retourner, on va en parler dans quelques instants. Et puis, Omega ne restera pas éternellement sur cette planète-là, donc on va voir un peu comment elle va s'en sortir, disons-le. Donc, ça couvre vraiment les 3 premiers épisodes. Donc, sur ce, on donne-tu une note? Je ne sais pas. C'est dur à dire. Pour chacun ou pour les 3? Allons-y pour chacun. OK. Pour l'épisode 1, qui est le démarrage de la saison 3, c'est vraiment une ambiance... J'ai envie de donner un... sur combien qu'on fait? Sur 5? Sur 20. On fait 20? Toujours sur 20 dans Star Wars en direct pour une raison quelconque. Fait que sur 20, je vais y aller avec un 13. OK. Ouais. Parce que j'ai une impression de début un peu lent, alors que je me serais attendu à ce qu'on ait un début comme beaucoup plus rapide, beaucoup plus rempli d'action. On fait la même chose. L'épisode 1, je mettrais 12, moi, la note de passage. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est le rythme qui... Ça a son but, et le titre le dit bien, mais j'aurais pensé que ça commencerait plus vite. L'épisode 2, c'est un épisode side quest, comme on appelle, une quête secondaire. C'est pas très utile. J'ai l'impression que c'est du déjà vu. On a déjà vu un épisode très, très similaire dans la saison 2, si je me souviens bien. Je donnerais pas plus que 10 pour celui-là, 10 sur 20. Je suis d'accord. Je suis d'accord, puis je suis pas d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord pour la note.
peut-être même un 11, en fait, moi, dans mon Ok. cas. Là. Mais ce qu'on apprend, on apprend quelque chose d'assez particulier par rapport à la Bad Batch. Donc, juste pour ce point-là, je vais donner comme une petite médaille de plus. Là. Ok. Mais c'est pas mal ça. L'épisode 3, je crois que c'est probablement celui qui nous donne un petit peu de lore, pas beaucoup, mais ça confirme des choses. Bien sûr, Palpatine est là, ça relève le niveau. Et puis, là, on a de l'action. Pas qu'on n'a pas d'action dans l'épisode 2, mais là, c'est une action autour de. C'est une action qui a une raison. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, celui-là, je donnerais 15 sur 20. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'irai avec 15. Excellent. Donc, vu qu'on a 3 épisodes à couvrir, on va aller immédiatement en mode spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu les épisodes encore, allez les voir. Ou si ça ne vous intéresse pas de les voir et qu'il faut juste nous écouter pour connaître l'histoire. Et puis, on revient après l'alerte spoilers. Avec son petit LED. Piu, 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 piu. Je vais même mettre notre petit overlay de spoilers là, juste pour bien identifier qu'on est en mode spoilers, divulgateur. Donc, l'épisode 1, on va essayer de faire un elevator pitch, comme on dit essayer de résumer l'épisode en 1 minute. Et puis après ça, on va vous donner nos commentaires de façon générale. Donc, je vais faire le premier, Seb. On commence, l'épisode s'appelle Confiné, donc Confine. Donc, on commence avec, il y a un écrasement d'une navette sur Tantis juste pour nous montrer qu'il y a des monstres dans la jungle. On saute sur Omega, qui a l'air d'avoir une routine avec le docteur Emily Carr, qui est supposément une clone. On l'a vu avec les lunettes, je vais appeler ça les Apple, les nouvelles goggles de Apple. Puis on voit qu'Omega a une routine. Elle s'en va travailler avec Lamassé, qui est la Kaminoenne scientifique. Prend des échantillons de sang, des clones, ils les font analyser parce qu'ils essaient de détecter quelque chose. On va l'apprendre plus tard dans les autres, plus loin dans les 8 épisodes, mais ils cherchent quelque chose. Ils ne nous le disent pas encore, mais ils cherchent quelque chose dans le sang. Ensuite, on voit aussi qu'Omega, à chaque jour, elle croise Crosshair, qui, on le sait, est là aussi, est en recondition parce qu'il a assassiné un officier sur la planète Barton 4, la planète de glace de la saison précédente. Donc, il est ici en conditionnement, il est prisonnier. Donc, ils se croisent. Il n'a pas l'air de voir Omega, mais ils ont l'air de savoir qu'ils sont là tous les deux, même s'ils ne se regardent pas personnellement. Dans les tâches ça me prend un peu de temps. Dans les tâches d'Omega aussi, elle s'occupe d'un chenil comme des chiens ou de petits monstres qui servent de monture pour des patrouilles le soir. Je pense qu'ils s'appellent des lurkas, les bestioles. Elle devient amie avec un de ces animaux-là, etc. Elle va voir Crosshair dans sa cellule. Elle dit il faut se sauver d'ici. Crosshair dit oublie ça. Après ça, on voit sur le mur que ça fait 21 jours qu'elle est sur Tantis. Je ne sais pas si on en parlera rapidement après. Oui, vas-y. Elle se fait une poupée de paille pour un peu imiter la poupée qu'elle avait sur le vaisseau des clones. Et puis, elle soigne, à un moment donné, la bestiole, le Lurka, elle revient blessée d'une patrouille, elle le soigne, elle l'apprivoise un peu et elle le laisse se sauver, en fait. Le docteur Hemlock menace Omega. Il dit c'est sûr que toi, on ne veut pas te faire du mal, mais par contre, si tu fais pas ce qu'on dit, peut-être que ton ami Crosshair, là, on ne sait pas ce qui peut lui arriver. Fait que ça finit comme ça l'épisode. On entend, je pense qu'elle l'a appelé Betcha. C'est Batcher, mais avec son accent
anglais très prononcé, ça sonne comme Betcha. Ouais, l'accent néo-zélandais, là. Betcha, c'est ça. J'ai écrit Betcha. C'est Belcher, OK. Donc, Batcher. c'est ça pour le premier épisode. Allez, Seb, full spoiler. Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant? C'est ça, c'est que ça commence 21 jours après la fin de la saison 2. Parce qu'on le sait, parce qu'Omega fait des petites inscriptions sur le mur pour compter le nombre de jours qu'elle passe en confinement. Puis on voit la vie d'Omega au Mont-Antis, justement. Puis comment elle tente de s'adapter à cette nouvelle vie-là, puis comment elle essaie de trouver des façons de s'échapper, justement. Puis comme tu le mentionnais, elle apprivoise Batcher, mais comme elle sait que Crosshair est aussi dans la facilité, elle veut pas se sauver sans lui. Ce qui n'est pas nécessairement le même cas de l'autre côté, parce qu'il va lui dire carrément si j'avais l'opportunité de me sauver sans toi, je le ferais sans hésiter. C'est ça, je te laisserai derrière. OK. Donc, on voit les priorités de tout un chacun. Là. Donc, c'est ça. Puis là, on apprend justement que Nalacé fait des expériences sanguines sur le sang des clones pour essayer de trouver un sang qui va être compatible avec un certain M-count, donc un compte M. Pas compte comme le titre de noblesse, mais un compte comme 1, 2, 3, 4, 5. Et puis... Réfléchissez un petit peu, les auditeurs. Ça, c'est comme... là, il aurait pu le dire, là. C'est ça, là. On va vous le dire. Ils n'ont pas que confirmé. Je trouve comme... M comme midi-chloridien, count. Donc, le compte de midi-chloridien, c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils nous gardent dans tu sais, c'est-tu ça ou c'est-tu autre chose, tu sais? En tout cas, c'est pas un magnet count, c'est pas rien d'autre, c'est vraiment un midi-chlorian count, on le sait. Dites-le nous, au moins, tu sais, faites que comme l'empereur en parle, ou je sais pas, le docteur Hemlock en parle, mais qui nous garde nous-mêmes dans le doute. Je trouve que ça sert absolument à rien à l'histoire. Exact. Donc, c'est ça. Donc, on apprend ça. Puis là, on va faire un fast-forward de 150 jours plus tard. Je voudrais mentionner quelque chose. Ouais. L'Amacé, elle sait que Omega se fait aussi... Nalacé? Oui, Nalacé. Elle se fait aussi prendre des échantillons de sang, Omega. Et c'est la cible principale. Et l'Amacé le sait. Et puis, à chaque fois que son sang arrive, elle efface l'information dans l'ordinateur et elle jette l'échantillon de sang. Parce qu'elle sait très bien qu'est-ce qui va arriver si Omega se fait attraper. Donc, on soupçonne que Omega, on va le savoir dans l'épisode 3, elle a un haut compte. Elle a un sang qui serait compatible. Avec un sang de compte, avec un haut compte de midi-chlorienne. C'est ça. Donc, est-ce qu'on soupçonne que Omega est un peu force sensitive? Sensible à la force? Moi, je le prends pas comme ça. Je le prends plus comme d'une manière, je vais dire, eugénique / génétique. Okay. Où le but, c'est de développer justement un clone qui va être capable d'avoir des habiletés de force, donc d'avoir des midi-chloriens dans son sang pour être capable de mieux, de mieux gérer la force autour de lui. Puis présentement, tous les clones sur qui ils font des tests, probablement... C'est inférieur à un niveau. Là, probablement dû à leur gène de vieillissement rapide, fait qu'ils ne peuvent pas garder un certain niveau là, au niveau des midi-chloriens. Tandis que Omega, qui elle a un vieillissement régulier, puis un sang particulier, un peu comme la Bad Batch, ça veut dire que oui, justement, là, c'est possible. Mais Crosshair, son sang n'a pas l'air d'être compatible. Donc, c'est encore là, c'est ça qui démontre que justement, c'est une question probablement du gène de vieillissement. Mais Crosshair est plus jeune qu'Omega. Oui, aussi. Puis ça, c'est référencié, là, d'ailleurs. Exactement. Il y a une affaire que je voulais te poser parce que quand on a vu le 21 jours,
juste avant, c'est là que je ne sais pas si on a le décompte exact. Juste avant, on la voit avec ses cheveux détachés comme dans saison 2. Après, on voit les scratchs sur le mur. Et après, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'elle a sa petite couette. Donc, je me suis dit, est-ce que le 21 jours, on l'a vu quelques jours après, et puis après, on saute à 21 jours. Mais là, tu viens de mentionner 150 jours que je n'ai pas vu du tout. Je ne sais pas aussi que tu as vu le 150 jours. À la même place, le fond, okay. C'est que quand tu as fait ces scratchs, justement, la première fois que tu vois les scratchs, il y en a justement 21. Et après ça, quand on la revoit faire une scratch, là, justement, vers la fin de l'épisode, il y en a. J'ai compté 30 fois 5 groupes. Okay. Fait que ça fait 150 jours ou environ 5 mois, là, give or take. Et c'est ça. Fait que ça fait environ là, 5 mois là, qui sont emprisonnés sur Tantis, puis que c'est la même routine puis tout le kit. Et justement, là, on voit comme les déboires entre Omega qui tente d'apprivoiser un peu Batcher en le nourrissant, en le soignant, puis en prenant soin de lui, alors qu'un robot tente décide de le supprimer parce que ils ont. Il s'est fait blesser dans une patrouille. Il s'est fait blesser dans une patrouille parce qu'il y a des grosses bébites dans la jungle qui sont dangereuses. Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que ça vaut la peine de mentionner tout de suite. Il y a une navette qui s'écrase dans la jungle au début de l'épisode, puis les troupes ne semblent pas survivre à l'écrasement. Même si la navette, elle, a survécu. Donc, il y a quelque chose qui a mangé les troupes, puis c'est un peu pour ça là, qu'on se fait dire, il faut faire attention parce que sur Tantis, il y a des grosses affaires méchantes dans la jungle. C'est là que je te dis, éviter l'écrasement de navettes, parce qu'on en voit plusieurs écrasements de navettes. Il aurait pu juste avoir une patrouille qui se fait attaquer et qui se fait éliminer, au lieu d'avoir une navette qui s'écrase. Ouais. Déjà, vous allez voir, dans les 8 premiers épisodes, il y a au moins 3 navettes ou 3 vaisseaux qui s'écrasent. Donc, c'est la même affaire, toujours. C'est comme ouais. Puis, on voit quand même qu'il y a un lien qui se crée entre Omega et Emery, parce que quand le docteur Hemlock est conscient là, que, justement, Omega, même après 5 mois, cherche potentiellement encore des moyens de s'évader, même si elle n'est pas considérée comme étant prisonnière. Il lui fait la morale, comme Danny le mentionnait un petit peu plus tôt, et puis ils lui font comme passer une inspection surprise, puis ils lui enlèvent là, justement son objet personnel, son petit toutou Bonnie comme dans le vaisseau. Puis là, ils disent t'as pas le droit d'avoir des effets personnels, patati patata. C'est presque pire que Lord Jedi là, rendu là quand tu considères ça. Et on le sent dans l'épisode que c'est la routine, puis la routine. Les mêmes scènes qui reviennent. C'est comme le Groundhog Day, c'est la même chose, puis tu vois que c'est long, puis ça doit être plate en québécois, mais c'est ennuyant, vraiment ennuyant. Puis ça fait toujours la même chose. À chaque jour, elle donne un petit morceau de sa propre nourriture à Batcher pour l'apprivoiser, etc. Elle va le laisser s'évader à un certain point à la fin. Elle aurait pu le suivre. Le trou dans la grille est assez gros. Elle aurait pu le suivre. Mais bon. Et c'est là qu'Hemlock, lui, il dit t'es vraiment méchante de l'avoir laissé partir, parce que là, il va mourir. Il va se faire attaquer par les gros monstres de la forêt. Exact. Puis c'est ça. Puis là, l'épisode se termine dans le fond avec Emery qui va redonner à Omega sa poupée qu'elle s'était faite en paille d'animaux. Parce que je pense qu'elle prend pitié d'elle jusqu'à un certain point. Elle la comprend un peu. Ouais, puis elle la comprend un peu. Puis j'ai l'impression qu'elle tente de lui comme redonner le moral, ou du moins de créer un lien avec elle pour essayer de se rapprocher d'elle pour potentiellement débloquer toutes les recherches. Ouais, d'après moi, elle va avoir un rôle à quelque part plus tard, elle. Mais ouais, effectivement, tout ce qu'on... Parce qu'elle se préconise vraiment comme étant la sœur d'Omega. Donc, elle veut prendre soin d'elle, mais elle prend soin d'elle de la même façon que les Kaminoans prenaient soin des clones. Donc, c'est très stoïque, très... Zéro expression. Hein. Ah oui, c'est aucune émotion. Là. Et ça conclut l'épisode 1
Donc, c'est vraiment une ambiance renfermée. On voit pas dehors du tout, à part au début et à la fin. Ouais. En fait. Avec le merveilleux cri de loup de Batcher à la fin sur la navette. Là. Exactement. Elle a survécu. C'est juste ça pour nous dire qu'elle a survécu. Donc, Voilà. deuxième épisode, m'a te laissé faire le résumé d'ascenseur, on peut dire. Alors, dans le deuxième épisode, pour les Sentiers Inconnus, on va retrouver Wrecker et Hunter qui sont à la recherche d'informations pour désespérément retrouver Omega et réussir à aller la sauver. Et ce qu'on apprend au début de l'épisode, puis c'est ça qui me fait vraiment titiller, c'est qu'ils sont prêts à trahir pratiquement n'importe qui parce qu'ils apportent un de leurs collègues Pike, je vais dire, à la reine des Vanoriennes parce que ce Pike-là en particulier a déshonoré quelqu'un de la famille des Vanoriennes. Et la raison pour laquelle ils trahissent ce Pike-là, c'est dans le but d'avoir de l'information concernant où pourrait se trouver Omega. Donc, c'est un petit point là, qui est remarqué par la reine, justement. Là, on voit que vous êtes prête à faire pratiquement n'importe quoi pour avoir ces informations-là. C'est assez impressionnant. Donc, Wrecker et Hunter prennent les informations et vont s'aventurer sur une planète avec un ancien laboratoire impérial. Et on voit que le laboratoire a été détruit et abandonné depuis là, quand même un bon moment. Mm-hmm. Et en faisant un peu des recherches autour, en tentant d'aller faire des recherches à l'intérieur du laboratoire, il rencontre de jeunes clones qui ont été abandonnés sur place et qui ont survécu la stérilisation du laboratoire, j'ai envie de dire. Et ces clones-là vont les aider à compléter leur mission pour trouver le trésor qu'ils recherchent, c'est-à-dire où pourraient s'être déplacés les laboratoires de l'Empire qui étaient ici pendant un certain temps. Ils sont rendus où maintenant? Mm-hmm. Donc, c'est pas mal le elevator pitch là, que j'ai envie de faire de l'épisode 2. Mm-hmm. Non, c'est ça. Mais, oui, mais j'ai envie de faire un deuxième elevator pitch. OK. C'est-tu vrai? Alors, c'est la Bad Batch. Donc, c'est ce qui reste de la Bad Batch, en fait, présentement, c'est Hunter et Wrecker qui vont s'en aller sur une planète pour rencontrer Frodo et Sam. Et ils vont ensuite partir à l'aventure avec eux pour, bien sûr, rejoindre Merry et Pippin pour aller s'aventurer dans une grotte pour trouver un trésor très important pour eux et finalement sauver tous les hobbits et les apporter sur l'île magique de Valinor. Tu vois, moi, je ne le voyais pas de même. Moi, j'avais l'impression de voir un film d'Alien par bout. Oui, avec les petites bébites facehugger qui marchaient. Là. Mm-hmm. Donc, juste pour vous dire, c'est ça. Hunter et Wrecker, dont l'armure, je la trouve de plus en plus cool, et de plus en plus sale, de plus en plus égratignée. Il y a une teinte de vert, on dirait, qui est de plus en plus dessus. Le look est vraiment bien. Et puis, c'est ça. En fait, tu disais déshonorer la famille, c'est que le Pike avait coupé la corne, probablement du fils de la reine qu'on voit. Donc, c'est grâce à ça qu'ils ont eu l'information. Juste avant, on voit aussi qu'il y a un capitaine des Vanoriens, qui a lui aussi il y a eu quelque chose, puis il se fait. Il a trahi l'honneur de la famille dirigeante des Vanoriens, puis il se fait. Voilà, je suis dans le Rancor Pit, là, mais quelque chose comme ça. Là. Il tombe à sa. Voyons. Il tombe à sa belle mort. Ouais, disons-le, mettons. Ils s'en vont sur la planète. C'est vraiment. Visuellement, ça a l'air d'une planète avec beaucoup de vapeur acide parce qu'il faut avoir un masque, il y a des spores dans l'air, tout ça. Et puis, oui, il rencontre les trois jeunes clones et le leader des clones, je ne sais pas si tu l'as catché, c'est Daniel Logan qui jouait la voix. Donc, monsieur Boba Fett de l'épisode 2 qui faisait la voix. La voix me disait quelque chose. Là, quand j'ai vu les crédits, je dis ben oui. C'était Daniel Logan qui fait la voix. Finalement, Daniel Logan qui revient pour faire un clone. Et voilà, de retour en animé, mais quand même. Hein.
Mais bon, fait que ces 3 jeunes qui ont survécu, en fait, ils étaient dans ce laboratoire-là parce qu'il y avait des expériences qui se passaient un peu comme, j'imagine, Omega dans le nouveau laboratoire. Et puis, mais il y avait d'autres expériences aussi. Des expériences avec de la végétation, avec toutes sortes d'affaires. Et ça l'a muté depuis ce temps-là. Donc, il y a toutes sortes de bestioles qui se sont même infiltrées dans la forêt, autour de la base dans la forêt. Ils appellent les slaughter vines, donc les vignes, pas barbares, mais les vignes slaughter. Voyons les. Je cherche mes mots en français. Ouais, moi aussi. Un slaughterhouse, c'est un abattoir. Donc, I guess les vignes d'abattoir, en tout cas, c'est des vignes méchantes. Les vignes dévastatrices. Dévastatrices, mettons. Fait que les jeunes clones, ils disent touchez pas aux vignes dans la jungle. Tu sais, ça fait très comme Upside Down là, dans le show de Netflix. Là. Mm-hmm. En Puis, effet. tu sais, faut pas que tu touches aux vignes, mais c'est comme tu. Ouais, tu veux dire dans Stranger Things. Stranger Things, ouais. Mm-hmm. Exactement. Donc, tu as un jeune qui s'appelle Mox, qui est la voix de Daniel Logan. Il y a aussi l'autre clone qui s'appelle Deke. C'est lui qui va accompagner les clones vers la base. Parce que les 2 autres sont là, ben là, c'est dangereux. Là. On y a été le plus longtemps possible, mais là, les bestioles à cet endroit-là sont rendues beaucoup trop dangereuses pour aller explorer. On a vidé ce qu'on avait à vider dans le labo, puis on ne veut plus y aller. Mais le jeune Deke lui rêvait de pouvoir travailler avec des clones, puis être un soldat clone. Donc, il les accompagne pour le guider vers là où il y aurait une console où est-ce qu'il pourrait avoir l'information. Donc, même Wrecker traîne le Power Droid de leur vaisseau sur son dos. Ça fait tellement bizarre. Mais il traîne le gros Gang Droid sur son dos pendant tout le long. Pour finalement arriver dans la base et brancher le Gang Droid, le Power Droid après la console et télécharger l'information qu'ils ont besoin. Bien sûr, en chemin, ils ont des petits obstacles. Il y a les vignes, puis il y a même des vignes quand elles sont coupées qui se transforment en petits monstres, qui ressemblent à des petits facehuggers un peu, là, qui se promènent. Ou Resident Evil, peut-être. J'ai pas assez joué pour vraiment comparer, mais je trouvais que ça faisait très Alien, là, les lumières dans le noir, puis tu regardes au plafond, tu vois les vignes qui bougent, ça faisait très Aliens, le deuxième. Puis bien sûr, autour de la console, qu'est-ce que tu penses qu'il y a? Il y a comme, pas un marécage, mais de l'eau accumulée, I guess. Ouais, sûrement. De la boue. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'il y a là-dedans? Tout le monde, hein? Il y a une espèce de méga monstre. Comme il y a beaucoup de méga monstres dans The Bad Batch, d'ailleurs. C'est pas dans les 3 premiers épisodes, mais je vais le dire pareil. Il y a un des épisodes que Wrecker dit pourquoi il faut toujours qu'il y ait des méga monstres? C'est comme le méga monstre de la semaine, là, c'est vrai. Exactement. Donc, un monstre d'ailleurs qui ressemble un peu au sarlac, je dirais, avec des tentacules puis une grosse bouche avec plein de dents. Ouais. Pendant qu'ils sont à la base, les 2 autres jeunes, ils disent hey, moi, je ne veux pas rester ici, on s'en va de la planète. Fait leur première idée, c'est qu'ils vont aller voler la navette de Bad Batch, de Wrecker puis de Hunter. Mais finalement, ils changent d'idée en chemin. Ils volent quand même la navette, mais pour aller les récupérer. Et bien sûr, ils vont aller envoyer les câbles. La navette va se faire attraper par les vignes, etc. Ils vont lancer un détonateur thermique, mais un seul, ça ne marche pas. Ils vont dire aux jeunes, encore dans le vaisseau, larguer tous les explosifs qu'on a, envoyer dans la bouche. Et puis, ils lancent le dernier détonateur thermique et boum, tout explose et ils peuvent finalement se sauver. Et où pensez-vous qu'ils s'en vont, tout le monde? La planète des clones, sur l'île plus particulièrement de Pabou, qu'on voit bien sûr dans la saison 2. L'espèce d'île en cône. Je sais pas comment ouais, c'est ça, le Mont Saint-Michel, là, en différents niveaux. Là. Exactement. Ouais. Et puis, ils analysent un peu l'intelligence qu'ils ont récupérée dans le datapad. Et puis, ils voient que le labo a été déplacé. Ils n'ont pas de lieu exact, mais ils savent qu'il a été déplacé. J'ai l'impression qu'ils ont un secteur, mais c'est encore large. C'est ça. Je le réécoute.
y a d'autres choses à dire? Ah! Un petit clin d'œil, ça c'est juste pour les fans de Donjons et Dragons. Ceux qui connaissent le show de streaming de Actual Play Critical Role, c'est tous des voice actors de ce show de Donjons et Dragons-là sur Twitch. Liam O'Brien, un acteur vocal très connu, c'est lui qui fait le capitaine des Vénériens qui avec un casque qui se fait lancer dans le vide, ainsi que le Pike. Donc, c'est lui qui fait ces deux voix-là. Donc, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui aiment Critical Role et Donjons et Dragons en général. Et voilà, j'ai vu ça dans le crédit. D'ailleurs, il y a un autre dans le 3e épisode, il y a un autre membre de Critical Role qui fait une autre voix. Donc, la communauté des acteurs vocaux s'entraide. Exact. Et voilà. Tant mieux. Donc, l'épisode 3, le résumé d'ascenseur, on va le dire en français. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Le sommaire d'ascenseur. Un pitch, comment tu dis ça? C'est quand tu essaies de vendre quelque chose, c'est... Ça fait... Tous les moments que j'ai passés dans l'industrie, on disait pitch. Pitch. Bon, okay. Je vais dire le pitch d'ascenseur. L'épisode commence par... on voit un clone spécial qu'on a vu dans la saison 2. C'est la seule fois qu'on le voit dans l'épisode. Ensuite, on voit encore la Kaminoan qui sait que Omega est en danger, mais étant donné que l'empereur s'en vient, ben, elle doit accompagner Dr. Hemlock. Donc, elle va laisser Dr. Emery, l'infirmière aux lunettes, s'occuper de faire l'analyse du sang. Donc, la Massée ne peut pas détruire l'échantillon. Mais la Massée dit à Omega, en chuchotant, il faut absolument que tu t'en vas. Si ton sang est analysé, tu es en très grand danger. Utilise mon datapad et évade-toi aujourd'hui, sinon tu es en danger. Donc, dès ce moment-là, elle commence à réfléchir à comment se sauver. L'empereur arrive, super musique, les gardes royales qui descendent la rampe, vraiment intéressant. Bien sûr, l'empereur n'est pas ici pour l'avancement général. Lui, il est ici pour un seul projet. C'est le projet Necromancer. Le projet Necromancer, pensez-y un peu. Ramener quelqu'un à la vie. Pensez-y. Des clones, qu'est-ce qu'on a dans Postlogie? Hein? À deux reprises. On n'a pas vu qu'est-ce qu'il y a encore dans les tubes, mais on peut se douter qu'est-ce qu'il va y avoir. On ne les a pas vus dans cet épisode-là, peut-être plus tard. Bien entendu, Omega ne partira pas de la base sans Crosshair. Donc, elle s'en va dans les cellules et dit à Crosshair, c'est le temps, on s'en va. Il dit, ben là, je suis de l'autre bord des barreaux. Elle fait simplement dire, fais une distraction. Donc, il fait une distraction assez humoristique. il fait comme un Jedi Mind Trick. Tu vas me laisser sortir. Pas comme ça, mais il dit, je t'ordonne d'ouvrir la porte. Puis là, les deux Stormtroopers disent ben oui, niaise-nous donc. Pendant ce temps-là, Omega réussit à aller débarrer les portes et Crosshair peut l'aider. Ils se rendent, avec le datapad, ils se rendent compte que oh merde, l'empereur est ici. Et toutes les navettes sont groundées, sont au sol. Donc la seule navette disponible, c'est celle de l'empereur. Il dit il faudrait la voler. Le Crosshair dit oublie ça ne marchera pas. Finalement, ils s'en vont. Où est-ce que le chenil d'animaux, les étables, si on pourrait dire, là, où est-ce qu'il y avait le Lurka, et ils réussissent à se sauver, même si Emery les a pris sur le vif. Donc, ils réussissent à électrocuter Dr. Emery et se sauver dans les tunnels qui vont vers l'extérieur. D'ailleurs, une chose qu'on n'a pas mentionnée dans le premier épisode, quand on le voit quand ils s'en vont dans la voûte de Vault, et ici aussi avec l'empereur, le tunnel que les barrières, un peu comme dans la menace fantôme, dans le combat entre Obi-Wan, Qui-Gon et Darth Maul, les barrières, c'est quasiment la même chose, là, une après l'autre qui s'ouvrent pour passer. Des barrières laser de sécurité. Hein. Exactement. Là, je ne vais pas assez vite pour un elevator pitch, on serait rendu au 150e étage.
Il s'évade. Bien sûr, il rencontre les monstres, les gros monstres dans la forêt. Ils se font sauver par les Lurkas. Une patrouille est envoyée parce qu'ils savent qu'ils se sont évadés. Combat entre les Stormtroopers et Crosshair et Omega. Bien sûr, avec l'aide des Lurkas, ils réussissent à voler la navette. Et puis, juste quand ils s'évadent, et puis ils sont en train de se faire tirer, le résultat d'Omega apparaît positif. Un haut compte de M midi-chloridien. Oh! Donc, Dr. M qui dit « Arrêtez tout, ce n'est que partie remise. On ne peut pas détruire Omega. Laissez-la partir. On va J'ai la toutes les ressources de l'Empire à ma disposition. » Parce que d'ailleurs, l'empereur a fait un chèque en blanc à Dr. Hemlock, qui a des aspirations politiques, comme on voit dans l'épisode. Ministre de la Science, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, c'est ça. Donc, ils partent en hyperespace et l'épisode se termine comme ça. Donc, Seb, qu'en as-tu pensé? C'était le meilleur des trois. C'est définitivement le meilleur des trois. Ça vient bien fermer justement, là, je vais dire, l'arc de The Great Escape. Borderline ont creusé un tunnel pour aller sous la clôture, mais finalement, le tunnel était déjà creusé, fait qu'on a utilisé le tunnel qui passait sous la clôture. Effectivement, Nalacé qui explique à Omega que son sang, tu sais, comme il y a de fortes probabilités. Elle dit pas c'est quoi exactement. Elle le dit pas, mais je veux dire, c'est impliqué que son sang serait compatible avec le sang de M-Count qui est testé. Donc, moi, j'ai envie de dire aussi, l'empereur, il était là pour faire une donation sanguine là, aussi. Là. C'était ce moment-là. Non, mais j'imagine peut-être Omega, s'il l'aurait su, puis il était là, il dit on va la siphonner, elle, on a tout son sang. Là. Mais l'affaire qui est le fun, c'est l'utilisation temporelle, justement, du testeur d'éprouvettes de sang qui se déplace. Puis là, ça fait comme une horloge, puis ça fait un décompte. C'est ça fait un décompte jusqu'à ce que ça arrive à toc minuit, bang, c'est l'éprouvettes d'Omega, puis là, plouc, plouc, les petites gouttes de sang tombent, puis là, ça fonctionne. La machine allume, moi, c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même une bonne utilisation là, de ça pour faire monter un peu là, la pression dans l'épisode. Et puis, justement, Omega et Crosshair, dans le fond, décident d'aller sur la navette qui était écrasée au début de l'épisode 1 là, pour envoyer un message à Hunter P. Wrecker pour qu'eux autres aient potentiellement le temps de venir les sauver comme par magie. Malheureusement, la navette est trop scrap. C'est ça, ça ne marche pas. Mais le truc que j'ai vraiment adoré de cet épisode-là, c'est que dans Bad Batch, on a vu le retour des Republic Commando. C'est Scorch d'ailleurs. Là. Ouais. Scorch et Commander Scorch? Je pense que c'est Commander. Je demeure là, avec ça, les enfants de Karen Traviss. Et pour démontrer à quel point ils sont comme plus élevés que le clone de base, quand vient le moment justement de descendre dans la jungle pour aller récupérer Crosshair et puis Omega, tu as tous les clones qui s'attachent avec leur corde de rappel, dans le fond, là, sur leur ceinture. Puis là, ils descendent. Puis là, t'as le commando, lui, il fait juste comme se pogner après le truc, puis il descend, il s'attache même pas. Là. C'est comme, let's go, on y va. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment. D'ailleurs, un autre c'est pas tout à fait pareil, mais un autre truc par rapport à Karen Traviss et son univers de clones, elle avait inventé une planète où tous les clones allaient, ceux qui se libéraient de la République, de l'Empire. Et dans ce cas-ci, un peu, c'est comme Pabu. C'est plus une île qu'une planète, mais il y a quand même un lieu que j'ai l'impression que tous les clones survivants sur lequel vont se retrouver à un endroit à la fin. C'est mon impression. Ils vont avoir un havre de paix. Oui, puis on pourra en discuter dans les prochaines émissions, parce qu'il y a quelque chose comme ça déjà un peu qui se forme aussi, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'était plus par rapport à la saison 2 mais oui, effectivement. Je ramenais ça. Qu'est-ce que j'ai mentionné au début?
au début de l'épisode, on voit un soldat spécial. Oui. Très, très cool. Je l'appelle le soldat Black Panther. Là. Ouais. C'est un Vous shadow l'avez vu dans clone. saison 2. Il va revenir dans les autres épisodes par la suite. Je vous en dis pas plus, mais c'était juste pour dire, oh, ils sont encore là, puis il y a une raison pourquoi ils étaient sur Tantis. Ouais. That's it. C'est juste ça qu'on les shadow clones, là, on va dire. Ouais, ils les appellent les clones X. Ouais. Les clones X. Dans le générique. Les ancêtres des Shadow Troopers, j'ai envie de dire. Puis justement, à la fin de l'épisode 8, qu'on ne parlera pas aujourd'hui, il y a une référence un peu à ça, là, qui est très, très, très... faut vraiment prêter très attention. Donc, ben oui, c'est ça. Ben finalement, sur un petit coup de... Omega et Crosshair, accompagné de notre très cher ami Batcher. Qui est rendu leur animal domestique. Là. Qui est rendu leur animal domestique, exact. Se sauve et réussissent à s'échapper. Non, mais dis sérieux. Les quelques Lurkas, Omega et Crosshair ont réussi à tout se débarrasser des Stormtroopers. C'est quand même quelque chose. C'est même Omega qui était la première dans le vaisseau. Là. moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, Crosshair demande à Omega, est-ce que tu te souviens du plan 72? Puis elle qui dit oui, je pense que c'est Tech ou Echo qui a fait apprendre tous les plans. Je m'en souviens pas, ouais. Je me souviens plus c'est lequel des deux, mais en tout cas, elle dit ouais, il m'a fait apprendre tous les plans, fait que oui. Puis il dit ok, ben on va faire ça. Fait que c'est le fun de voir que justement, là, il a tourné un peu là, il est revenu vers sa famille de la Bad Batch. Puis ça démontre à quel point justement les clones 99 sont vraiment écœurants à comparer aux autres, et à quel point Omega a ce pouvoir-là elle-même en elle aussi. Donc, ça, c'est le fun, le fun à voir. Crosshair débute son chemin de rédemption à partir de ce moment-là. On va le voir au cours des prochains épisodes, quasiment jusqu'au 8e, mais c'est un chemin de rédemption. Même, ça va être plus loin, j'ai l'impression. Là. Mais oui, définitivement, jusqu'au 8e, là, avec... Donc, ça conclut pas mal nos avis. Je dirais qu'il y avait beaucoup d'action dans celui-là. Si on parle du côté technique, excellent encore. C'est le même style d'animation. C'est très beau. Des beaux paysages, des beaux lieux. Il servait beaucoup de la noirceur, par contre, dans le 3e épisode, parce qu'il s'évadait la nuit. Ben bon. Ouais. Le premier épisode, très, très gris, stérile. Tu vois, c'est dans un labo, une prison, plus un laboratoire. Mais prison, ça me faisait penser... Ça donne un feeling de dépression quand même. Là. Tu rejoins les personnages dans leur sensation par rapport à... Penser un peu à Narkina 5 dans Endor, mais au lieu d'être blanc, c'est gris. Ouais. Un peu. Puis, sauf qu'ils ne travaillent pas après des morceaux d'étoiles noires, ils travaillent à faire des tests sur des spécimens. Des tests sanguins. C'est ça, exactement. Et autre chose, mais... Vous allez l'apprendre un peu plus tard, disons-le. Ici aussi, je le disais, l'acteur de Critical Role, c'est Sam Riegel, et lui, il faisait un droïde, je pense, un caméo, là, vraiment minuscule. Là. Okay. Rien de particulier. Je pense que c'est ça. On a vu le gros monstre. Puis ils se sont fait aider, on va dire, Crosshair et Omega se sont fait aider par une petite meute de Lurka. Bien sûr que Batcher est le leader maintenant. C'est ça. Il vient juste de sortir de prison maintenant, c'est lui le leader. Batcher s'entremet avec les autres Lurka qui appartiennent encore à l'Empire, puis ils disent non, ceux-là sont gentils, il faut les aider, puis là tout le monde les aide. Là. Fait que c'est drôle un peu. Là. Moi, je tiens à souligner la voix incroyable de Jimmy Simpson pour Dr. Hemlock. Parce qu'à toutes les fois qu'il rouvre la bouche, je vois visuellement Sam Witwer dans ce rôle-là en real life. Je pensais que c'était Sam Witwer qui faisait la voix parce que c'était pareil, il a la même voix. C'est fou! Ah, mais si un live action, il faut que ce soit Sam Witwer. Là. Ah oui, c'est quasiment la même coupe. Là. Tu pourrais le peigner pareil, Sam Witwer, ça marcherait. Là. Ça serait complètement débile. Puis justement, là, dans ses intonations, puis tout le kit, c'est Sam Witwer
à l'habituel. Là. Pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, on parle des voix anglophones originales. Oui. Donc, en français, je ne sais pas, côté France, ça va être quoi? C'est probablement les mêmes voix que vous avez vues dans saison 1 et 2, donc les classiques. Donc, en gros, je comprends pourquoi ils sortent les 3 épisodes ensemble. On voit les 2 côtés de la médaille et l'évasion. Petit regret. J'aurais beaucoup aimé voir Crosshair versus les gardes impériaux. Puis voir à quel point comme les gardes impériaux auraient pu comme botter les fesses à Crosshair, puis Crosshair qui fait comme non, on change de plan. Mais vous allez voir, il y a eu des expériences sur Crosshair et il y a un petit problème. Il y a un trouble post-traumatique. C'est ça, exactement, un trouble post-traumatique. Vous allez le voir et ça va prendre du temps aussi à récupérer ce petit problème qui lui fait perdre un peu de ses habiletés, disons-le. Exact. Donc, s'il aurait été contre les gardes, il n'y aurait eu aucune chance. Non, mais ça D'ailleurs, Omega, elle fait comme le leader, puis ah non, c'est dans le prochain. Je dis rien. Ouais, non, c'est dans l'autre, ouais. Je dis rien. Désolé. C'est difficile parce qu'on les a toutes binge-watchés, on les a toutes regardés d'un coup. En une journée. En une journée, et puis les séparations sont difficiles tout à fait pareilles. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire qui s'en vient sans spoiler? L'épisode 4. J'ai envie de dire que pour ce qui en allant de l'avant dans la saison, on voit qu'il y a vraiment des liens familiaux au niveau des clones qui sont tissés dans leur sang. C'est ça. Pas juste la Bad Batch, mais les clones. Toutes les clones en général. Tous les clones en général. Puis que la passion d'Omega pour sauver tous les clones se transmet à la Bad Batch puis à leurs amis. Puis ça devient un peu ça la mission principale, là, j'ai l'impression, de cette saison 3. Ça va être... oui, exactement. Ça va être... on sauve les clones. Tous les clones. Et puis, on le sait que Snoke va exister. On le sait que Palpatine va être conservé. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le Montantis va peut-être tout simplement être déménagé ou sauvé. Ils vont le sauver. Ou ils vont récupérer du sang d'Omega d'une certaine façon, peut-être. Elle va peut-être se refaire attraper. On sait qu'après le retour du Jedi, justement, ils cherchent quelqu'un d'autre avec un haut taux de midi-chlorien dans son sang qui s'appelle Grogu. Donc, c'est peut-être que finalement, la Bad Batch va déjouer les plans des impériaux là, à ce niveau-là. Mais ils vont avoir encore toutes les données de recherche. Donc, ils vont tout simplement recommencer. C'est ça. Tout simplement. Avec un vrai forceux. Avec un vrai force sensitive. Mais ça nous donne un indice que le projet Necromancer est commencé. Et en bonne voie, puisque l'empereur ouvre sa bourse. Il dit, tu vas avoir tout l'argent que tu as besoin. Pour aller un petit peu dans une section théorie folle, là, je pense que le point intéressant à ce moment-ci dans l'histoire, c'est est-ce que le projet Necromancer, c'est vraiment juste la survie de Palpatine lui-même puis le développement d'un nouveau clone parce qu'il a envie de récupérer son merveilleux visage de Naboo? Ou est-ce que l'empereur tente de ramener à la vie d'anciens sites tels que Dark Plagueis ou d'autres grands sites? À cause du One Master, One Apprentice. Il ne voudrait pas ramener un maître là, parce qu'il redeviendrait l'apprenti, ça ne marcherait pas. Là. À moins qu'il ressuscite un ancien site, puis c'est lui qui est le maître maintenant. C'est ça. Mais bon, non, d'après moi, c'est tout simplement... On n'a pas à aller chercher loin. C'est une série pour enfants. C'est quand même un peu plus dark. Écoute, c'est plus dark quand même. Juste ces 8 épisodes-là, c'est déjà plus dark que la saison passée. Ouais. Et puis, si on peut... les choses qu'on peut espérer, Tech est potentiellement mort. Est-ce qu'on dit qu'il est officiellement mort? On n'a pas vu de corps. Peut-être pas mort. Moi, je maintiens que tant qu'on n'a pas vu de corps dans l'univers de Filoni, il n'est pas mort. Puis
après, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est dans le dernier épisode, potentiellement, là, qu'il pourrait faire un retour. La réunion de tout le monde à la fin. Ouais, c'est ça. Parce qu'il pourrait finir, parce que je me suis dit, si on tuait Tech, peut-être qu'à la fin, Omega, ça serait pas bien pour le jeune auditoire, mais ça pourrait être bon pour l'histoire. Ou sinon, c'est dans l'épisode de Crise d'identité puis Point de non-retour, où on va voir justement que le corps de Tech a été récupéré par l'Empire, puis ils ont réussi comme à lui réimplanter une chip dans le cerveau, puis à le tourner contre la famille, puis tout le kit, puis ils essayent de retrouver Omega avec son aide. Puis c'est comme ça, là, peut-être, là, qu'ils vont réussir à le ramener à la vie, mais bon. Que de délire. Donc, ben merci Sébastien. On va terminer l'épisode là-dessus. Donc, comme d'habitude, encouragez-nous, appuyez sur la petite cloche, abonnez-vous sur YouTube, etc. La petite cloche est prête. Les thumbs up, les partages. Faites des dons au Super Merci en bas, ça va nous aider. Notre boutique, bien entendu. Allez sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, Star Wars en direct podcast en un seul mot. Sur Instagram et Threads, SW en direct. Et sur Blue Sky, SW en direct.bsk.social. Vous pouvez nous trouver là. Et puis, comme on vous a dit au début, les prochains épisodes risquent d'être regroupés. On ne fera pas épisode par épisode. On pourrait pour certains, on verra nos disponibilités, mais ça se peut qu'on regroupe les épisodes ensemble, surtout ceux qui sont des programmes doubles. Donc, vous pouvez être garanti que les programmes doubles vont être ensemble pour sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je ne crois pas. Les épisodes qui s'en viennent, surveillez de Bad Batch, on a encore des littératures qui s'en viennent pratiquement toutes les semaines. Et puis, on a un épisode de musique sur lequel je travaille dans mes temps disponibles, qui est un peu hors de l'ordinaire, vous allez le voir. Fred et Aude ont fait un excellent travail. Donc, sur ce, merci Seb, et puis à tous nos auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.